La nuit tombe sur Poitiers et les ombres s'allongent contre les vieux murs de pierre de la ville. Thomas venait d'arriver devant une maison qui semblait tout à fait ordinaire pour un séjour de quelques jours. Il avait réservé cet Airbnb pour son calme apparent et son prix attractif. En insérant la clé dans la serrure, il ressentit un frisson soudain malgré la douceur de la soirée. La porte s'ouvrit sur un couloir sombre qui sentait la poussière et le bois ciré. L'escalier en colimaçon trônait au centre de l'entrée, serpentant vers des étages plongés dans le noir. Fatigué par la route, Thomas posa ses valises dans le salon et alluma les lumières tamisées. L'ambiance était pesante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Il décida de monter se coucher pour oublier cette sensation d'oppression. Le bois de chaque marche craquait violemment sous son poids, rompant le silence absolu. Arrivé au premier palier, il crut entendre un murmure venant de l'étage supérieur. Il s'immobilisa, mais le son disparut aussitôt qu'il essaya de l'identifier. Une sensation de froid intense l'enveloppa soudainement alors qu'il reprenait sa marche. En jetant un regard distrait entre les barreaux de la rampe, son cœur manqua un battement. Juste là, coincé dans l'interstice des marches du dessous, une tête de femme le fixait. Elle n'avait pas de corps, seulement ce visage livide entouré de cheveux noirs poisseux. Ses yeux étaient d'un noir total, dépourvus de pupilles ou d'humanité. Thomas recula brutalement, manquant de basculer en arrière dans le vide. Il se rua dans sa chambre et verrouilla la porte avec des mains tremblantes. Il resta assis contre le bois de la porte, écoutant le moindre bruit dans le couloir. Un grattement léger commença à se faire entendre contre le bas de la porte. Thomas n'osa plus bouger, priant pour que le jour se lève enfin sur cette ville maudite. Le reste de la nuit ne fut qu'une longue attente dans la terreur la plus pure. Au petit matin, il quitta les lieux sans même demander son reste ou ses bagages restés en bas. Cette expérience allait changer sa vision de la réalité pour toujours. Mais ce n'est pas le seul récit que j'ai reçu cette semaine. Parfois, l'horreur ne vient pas des spectres, mais des hommes qui rôdent dans l'ombre. Nous partons maintenant pour la Haute-Savoie, un territoire de montagne et de secrets. Une jeune femme y promenait son chien, ignorant qu'elle était la cible d'un prédateur. Le silence de la forêt était interrompu par le bruit d'un moteur tournant au ralenti. Une camionnette blanche stationnait là, tous feux éteints, dans un renfoncement du chemin. Roquette, le berger allemand, s'arrêta net, les poils de son échine se hérissant. Sa maîtresse sentit une décharge d'adrénaline la traverser en apercevant une silhouette sortir du véhicule. L'homme ne disait rien, mais il avançait d'un pas lent et calculé vers eux. Roquette laissa échapper un grondement sourd qui résonna dans toute la vallée. Ce n'était pas une simple rencontre fortuite, c'était une traque. La jeune femme comprit que sans son chien, elle n'aurait aucune chance de s'échapper. Elle commença à courir, mais les bruits de pas derrière elle s'accélérèrent également. Soudain, le moteur de la camionnette rugit derrière eux, les phares s'allumant violemment. La lumière aveuglante révéla une vérité bien plus sombre que Thomas n'aurait pu l'imaginer. Car ce que Roquette protégeait ce soir-là n'était pas seulement sa maîtresse, mais un secret enterré sous la neige. Le silence de la Haute-Savoie en plein hiver peut devenir une arme contre celui qui s'y aventure seul. Léa marchait sur le sentier escarpé, sentant le givre piquer ses joues à chaque inspiration. À ses côtés, Roquette, son fidèle berger allemand, s'arrêta brusquement, les oreilles dressées vers le néant. Un craquement sourd résonna plus bas dans la vallée, brisant la symphonie du vent. Elle scruta l'obscurité, cherchant un signe de vie dans ce désert de glace. 2 phares jaunes déchirèrent soudain le rideau de neige au loin. Une vieille camionnette blanche avançait à une allure anormalement lente sur la route sinueuse. Léa se figea, éteignant sa lampe frontale pour ne pas être repérée. Le véhicule s'arrêta juste en dessous de sa position, le moteur tournant encore dans un râle métallique. La portière côté conducteur s'ouvrit avec un grincement qui fit frissonner la jeune femme. Roquette laissa échapper un grognement si bas qu'il semblait venir des entrailles de la terre. Une silhouette massive descendit du véhicule, restant immobile dans l'ombre de la carrosserie. L'homme ne semblait rien chercher, il fixait simplement la pente boisée où Léa se cachait. Le cœur de Léa battait si fort qu'elle craignait que l'inconnu ne puisse l'entendre. Elle fit signe à Roquette de rester couchée, mais le chien était déjà en alerte maximale. L'inconnu alluma une lampe torche puissante et commença à balayer les arbres de son faisceau blanc. La lumière frôla les bottes de Léa, manquant de la débusquer à quelques centimètres près. Elle comprit alors que cet homme ne passait pas par là par hasard. Soudain, l'homme commença à monter la pente, s'enfonçant dans la neige avec détermination. Roquette ne put se contenir plus longtemps et bondit hors de l'ombre avec un aboiement féroce.
L'homme sursauta et recula, lâchant presque sa lampe dans la surprise de l'attaque. Le chien se posta entre sa maîtresse et l'intrus, formant un rempart de muscles et de crocs. L'inconnu proféra une insulte étouffée, sa voix étant rauque et dénuée d'humanité. Il sortit un objet long et métallique de sa poche, qui brilla d'un éclat sinistre sous la lune. Léa ramassa une grosse branche glacée, prête à se battre pour sa vie aux côtés de son chien. L'homme fit un pas de plus, ignorant les menaces du berger allemand. Rocket chargea, ne laissant aucune chance à l'agresseur de porter un coup. Un combat brutal s'engagea dans la poudreuse, mêlant cris d'hommes et grognements sauvages. Léa hurla de toutes ses forces, espérant que le son porterait jusqu'au village voisin. Paniqué par la résistance du chien et les cris, l'homme parvint à se dégager et dévala la pente. Il sauta dans sa camionnette et fit crisser les pneus sur le verglas pour s'enfuir. Léa se précipita vers Rocket qui haletait lourdement dans la neige ensanglantée. Le chien avait une coupure à l'épaule, mais il remuait faiblement la queue pour rassurer sa maîtresse. Elle examina l'endroit où l'homme était tombé et ramassa un objet qu'il avait laissé derrière lui. À l'intérieur, elle ne trouva pas d'argent, mais des dizaines de photos de femmes prises à leur insu. La dernière photo du paquet représentait Léa elle-même, dormant dans son salon 3 jours plus tôt. Un frisson d'horreur pur la parcourut, réalisant qu'elle était traquée depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Elle devait rentrer immédiatement et appeler la gendarmerie avant que l'homme ne revienne finir le travail. Mais alors qu'elle approchait de sa maison, elle remarqua que la porte d'entrée était grande ouverte. Sur le seuil, une petite bouteille d'eau gazeuse était posée, exactement comme celle que son grand-père aimait tant. L'air de la chambre semblait se figer alors que je fixais cet objet incongru sur le parquet. Mon grand-père était parti depuis 3 jours seulement, laissant un vide immense dans cette maison. Il avait toujours cette habitude de boire sa bouteille d'eau gazeuse spécifique avant de dormir. Mais personne n'avait acheté de bouteille de cette marque depuis ses funérailles. Je me suis approché lentement, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. La bouteille était bien réelle, fraîche comme si elle sortait tout juste d'un bac à glaçons. Une étrange sensation de chaleur m'a soudainement envahi, dissipant ma peur initiale. Je me suis allongé sur mon lit, sentant mes paupières devenir incroyablement lourdes. Dans mon sommeil, les murs de ma chambre ont commencé à se dissoudre dans une brume légère. Il était là, debout dans l'embrasure d'une porte qui n'existait pas quelques secondes plus tôt. Mon grand-père ne paraissait plus souffrant, ses traits étaient lisses et apaisés. Il portait son vieux gilet en laine que ma grand-mère lui avait tricoté il y a des années. Il n'a pas prononcé un mot, mais sa voix résonnait directement dans mon esprit. « Tout va bien, petit ?» semblait-il me dire avec un simple regard complice. Il a désigné la bouteille d'un geste de la main avant de reculer dans l'ombre. Je me suis réveillé en sursaut, la lumière du jour filtrant à travers les volets. Mon premier réflexe fut de regarder par terre, à l'endroit précis de ma vision. La bouteille était toujours là, mais elle était désormais vide et sans son bouchon. Une petite flaque d'eau dessinait une forme étrange sur le bois sombre. Je savais que c'était sa façon à lui de me dire qu'il était enfin en paix. Les jours suivants furent plus doux, comme si un poids s'était envolé de mes épaules. Je gardais cette bouteille sur mon bureau comme un talisman contre le chagrin. Cependant, l'ambiance de la maison a commencé à changer de manière plus inquiétante. Des bruits de pas lourds résonnaient désormais dans le grenier, bien après minuit. Ce n'était pas la démarche légère et assurée de mon grand-père. Quelque chose d'autre semblait avoir profité de la porte ouverte par sa visite. Une nuit, j'ai entendu le verre de la bouteille d'eau gazeuse exploser spontanément. Je me suis précipité vers mon bureau, trouvant des débris éparpillés partout. Ce n'était pas un choc thermique, car la pièce était à température constante. Au milieu des éclats, j'ai remarqué une trace de suie noire, grasse et malodorante. J'ai ressenti un frisson glacial me parcourir l'échine, une sensation de pur danger. Je devais comprendre ce qui s'était réellement invité chez moi cette nuit-là. Le message de mon grand-père n'était peut-être pas seulement un adieu, mais un avertissement. Les bruits dans le grenier sont devenus des griffures frénétiques contre le plancher. Une odeur de vieux renfermé et de métal brûlé a commencé à saturer l'air. J'ai aperçu une silhouette humanoïde, mais trop longue, se refléter dans le miroir du couloir. Armé d'une lampe torche, j'ai commencé l'ascension vers le dernier étage de la maison. Chaque marche craquait sous mon poids comme un cri de protestation dans le silence. En arrivant devant la porte du grenier, j'ai vu que le verrou avait été arraché de l'intérieur. Alors que la porte pivotait lentement sur ses gonds, un rire guttural, qui n'avait rien d'humain, a retenti juste derrière mon épaule. Je me suis figé net, sentant le souffle glacial de ce rire contre ma nuque, alors que l'obscurité du manoir semblait se refermer sur moi. Mes amis, restés quelques mètres devant, se sont retournés brusquement en entendant mon cri étouffé.
La poussière dansait dans les faisceaux de nos lampes comme des milliers de particules de peur en suspension. Nous avancions maintenant vers le grand escalier central, dont les marches en chaîne gémissaient sous notre poids. C'est alors que j'ai remarqué les premières marques étranges sur les boiseries sombres de la rampe. 4 sillons profonds comme si une main gigantesque aux griffes d'acier avait tenté d'arracher le bois. Un silence de plomb a envahi la pièce, seulement troublé par le sifflement du vent s'engouffrant dans les vitres brisées. Lucas, mon partenaire d'urbex, a passé sa main sur les entailles pour vérifier leur profondeur. Il a murmuré que le bois semblait encore frais, comme si l'attaque datait de quelques minutes à peine. Soudain, un bruit sourd de percussion a retenti depuis l'étage supérieur, faisant trembler le plafond. Sans réfléchir, nous avons éteint nos lampes pour ne pas être repérés par un éventuel squatteur. Dans le noir total, mes autres sens se sont aiguisés, percevant une odeur de soufre et de poudre à canon. Une détonation sèche a alors déchiré le silence, le son incomparable d'un coup de feu tiré dans une pièce close. Nous nous sommes jetés au sol, le cœur battant à tout rompre contre les lattes froides du plancher. Pourtant, aucun impact de balle n'était visible et aucune fumée ne flottait dans l'air après le tir. Un deuxième coup de feu a retenti, suivi du rire strident d'une femme qui semblait provenir des murs eux-mêmes. J'ai crié à Lucas de partir, mais il restait hypnotisé par une ombre qui rampait le long du plafond. L'ombre n'avait pas de forme humaine, s'étirant avec des membres trop longs et des griffes saillantes. Nous avons couru vers la sortie, mais les portes du vestibule semblaient s'être soudées entre elles. Chaque effort pour ouvrir la porte ne faisait qu'attirer l'entité plus près de nous. Des bruits de rechargement d'armes à feu résonnaient maintenant de tous les côtés, créant une symphonie macabre. J'ai vu une marque de griffure apparaître spontanément sur la veste en cuir de Lucas. Il a hurlé de douleur, bien qu'aucune peau ne soit touchée, comme si son âme avait été lacérée. Je l'ai traîné vers une fenêtre brisée au rez-de-chaussée, espérant qu'elle soit notre salut. Derrière nous, les meubles commençaient à léviter légèrement avant de s'écraser violemment contre les murs. Une voix d'outre-tombe a murmuré mon nom, un son si bas qu'il vibrait dans mes os. Les murs ont commencé à suinter un liquide noir qui sentait la décomposition ancienne. Nous avons enfin atteint le rebord de la fenêtre, mais une force invisible m'a retenu par la jambe. J'ai frappé frénétiquement dans le vide, sentant une résistance glacée et visqueuse sous mes pieds. Lucas m'a saisi par les bras et a tiré de toutes ses forces pour m'extraire de l'emprise du manoir. Nous sommes tombés lourdement sur l'herbe haute et mouillée à l'extérieur, haletants comme des naufragés. En levant les yeux vers la fenêtre, j'ai vu une silhouette de femme nous observer avec des yeux d'un rouge ardent. Elle a levé une main squelettique et a lentement tracé une croix inversée sur la vitre embrumée. Un dernier coup de feu a retenti, brisant le carreau juste au-dessus de nos têtes. Nous avons fui vers la voiture, ne nous retournant plus une seule fois vers cette demeure maudite. Le silence de la forêt paraissait artificiel, comme si la nature elle-même craignait ce qui résidait là-bas. Une fois en sécurité dans le véhicule, j'ai remarqué que ma montre s'était arrêtée pile au moment du premier tir. Les griffures sur le bois, les bruits d'armes. Tout cela semblait être une boucle temporelle de violence pure. Mais le plus terrifiant restait à venir, car une trace de main noire était apparue sur le siège arrière de ma voiture. Alors que je passais la première, une main froide s'est posée sur mon épaule et une voix familière a murmuré « On ne part jamais vraiment ». La sensation glaciale de cette main invisible sur mon épaule m'a projeté violemment hors de mes souvenirs vers une réalité tout aussi étouffante. Je devais quitter ce manoir hanté, mais le traumatisme suivant allait prendre une forme bien plus humaine et concrète. Quelques semaines plus tard, j'ai emménagé dans un vieil appartement dont le réseau électrique était totalement obsolète. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Monsieur Morel, un électricien recommandé par mon nouveau propriétaire. Morel ne parlait presque jamais, se contentant de fixer les murs avec une intensité dérangeante. Il portait toujours un trousseau de clés massif à sa ceinture qui cliquetait à chacun de ses pas lourds. Un jour, il m'a expliqué qu'il devait descendre dans les sous-sols de l'immeuble pour vérifier le disjoncteur principal. Intrigué par l'architecture du bâtiment, je lui ai proposé de l'accompagner pour explorer ses fondations anciennes. Morel a d'abord refusé catégoriquement, ses yeux s'injectant soudainement de sang sous l'effet d'une colère contenue. Puis son visage s'est détendu en un sourire artificiel encore plus effrayant que son emportement précédent. Nous avons descendu un escalier en colimaçon dont les marches craquaient sous notre poids combiné. L'odeur d'humidité et de pourriture devenait si forte que j'ai dû presser un mouchoir contre mon nez. Au bout du couloir, Morel s'est arrêté devant une porte en acier massif munie de 3 verrous distincts. Pourquoi un simple accès électrique nécessitait-il une sécurité aussi drastique au fond d'une cave ?
Lorsque la porte a pivoté, le grincement du métal a résonné comme un cri de souffrance dans le silence des sous-sols. La pièce n'était pas un local technique, mais une sorte de studio improvisé tapissé de journaux jaunis. En m'approchant, j'ai réalisé que tous les articles traitaient de disparitions inexpliquées dans la région. Morel s'était placé derrière moi, bloquant l'unique sortie avec sa carrure imposante. Il a murmuré d'une voix sourde que certaines personnes préféraient simplement être oubliées par le monde. Mon regard a alors balayé le sol et j'ai aperçu des menottes fixées à un anneau scellé dans le béton. J'ai compris à cet instant précis que Morel n'était pas là pour réparer l'électricité, mais pour chasser. J'ai tenté de simuler une quinte de toux pour m'approcher de mon sac à dos resté près de l'entrée. Morel a fait un pas rapide vers moi, brandissant une pince coupante comme si c'était une arme de guerre. J'ai reculé jusqu'à heurter une étagère remplie de vieux bocaux contenant des objets personnels hétéroclites. Une mèche de cheveux blonds flottait dans l'un des bocaux, éclairée par le faisceau tremblant de ma lampe. Je savais que si je ne sortais pas de cette pièce dans les 30 prochaines secondes, je ne sortirais jamais. Profitant d'un moment où il ajustait sa prise, j'ai renversé l'étagère sur lui de toutes mes forces. Le bruit du verre brisé a été couvert par un cri de rage animal s'échappant de la gorge de Morel. J'ai bondi vers le couloir, mes chaussures glissant sur le liquide visqueux qui s'échappait des bocaux rompus. L'obscurité du tunnel semblait s'être épaissie, rendant ma fuite vers l'escalier titubante et incertaine. Derrière moi, j'entendais le cliquetis métallique de ses clés qui se rapprochait avec une régularité terrifiante. Mes poumons brûlaient alors que j'atteignais enfin les premières marches de l'escalier en colimaçon. Je devais verrouiller la trappe derrière moi pour m'assurer qu'il ne puisse pas me suivre dans l'appartement. Alors que je m'apprêtais à sortir, j'ai senti une main puissante saisir ma cheville avec une force de broyeur. J'ai frappé frénétiquement avec mon autre pied, sentant l'impact de ma semelle contre son visage. La prise a lâché, me permettant de me propulser hors de la cave et de rabattre la lourde trappe de bois. Morel frappait violemment contre le bois depuis l'autre côté, hurlant des menaces inintelligibles. J'ai traîné une armoire massive sur la trappe pour bloquer définitivement tout espoir de sortie pour le monstre. Je me suis effondré contre le mur opposé, le cœur battant si fort que je craignais qu'il n'éclate. Le silence est revenu dans l'appartement, mais c'était un silence lourd de secrets enterrés juste sous mes pieds. J'ai alors remarqué une petite enveloppe qui s'était glissée sous la porte d'entrée pendant mon absence. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, mais une seule photographie Polaroid prise quelques minutes plus tôt. La photo me montrait de dos, assis dans mon salon, alors que je pensais être seul avant de descendre à la cave. Soudain, j'ai entendu un cliquetis de clés familier, non pas sous le sol, mais provenant de la serrure de ma propre porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté de battre en entendant ce métal glisser contre le barillet de ma porte d'entrée. C'est à ce moment précis que la frontière entre le frisson d'une histoire de fantôme et la terreur pure du réel s'effondre. Pourquoi craignons-nous plus l'ombre d'une femme dans un escalier que la silhouette d'un homme dans un couloir ? Nos instincts primaires sont programmés pour détecter le mouvement anormal bien avant que notre conscience ne puisse l'analyser. Ce que nous appelons intuition n'est souvent qu'une accumulation de micro-signaux ignorés par notre politesse sociale. Rappelez-vous de cette tête aperçue à Poitiers, flottant dans le vide d'une location Airbnb. Là, le cerveau cherche une explication logique, un reflet, un poster ou une simple pareidolie. Mais quand le danger porte une chemise d'électricien et possède les clés de votre domicile, l'abstraction disparaît. On se rend compte que le véritable monstre n'a pas toujours besoin de traverser les murs pour nous atteindre. La psychologie humaine est un labyrinthe où la peur de l'autre devient une hantise bien plus concrète que n'importe quel poltergeist. Dans le cas de la traque en Haute-Savoie, c'est l'instinct animal du chien qui a sauvé son maître. Le chien ne se demande pas si l'agresseur est réel ou imaginaire, il ressent simplement la malveillance. Nous avons perdu cette connexion brute avec notre environnement au profit d'une rationalisation excessive. Pourtant, votre corps sait avant vous quand une situation bascule dans l'horreur. Cette sensation de froid dans la nuque, ce n'est pas toujours un courant d'air. C'est l'activation du système nerveux sympathique qui nous prépare au combat ou à la fuite. Les témoignages que je reçois montrent une constante. Le doute est le plus grand ennemi de la survie. On se dit que l'on imagine des choses, on ne veut pas paraître fou aux yeux des autres. C'est exactement ce sur quoi comptent les prédateurs, qu'ils soient de chair ou d'esprit. Dans le manoir de l'Urbex, les bruits de tir n'étaient peut-être pas des résidus du passé. Imaginez que ces griffures sur les murs soient l'œuvre d'une main humaine, cherchant désespérément à s'échapper. Le cerveau humain préfère souvent l'idée d'une maison hantée à celle d'un squatteur psychopathe. Parce que le fantôme appartient au domaine du mystère, alors que l'homme appartient au domaine du crime. Il y a cependant des moments où l'au-delà semble vouloir nous protéger des horreurs de ce monde.
Ce grand-père et sa bouteille d'eau gazeuse ne sont pas là pour effrayer, mais pour apaiser. C'est une manifestation de l'amour qui transcende la mort physique. Mais pour chaque ange gardien, il existe une ombre tapie dans un sous-sol verrouillé. L'analyse psychologique nous montre que nous sommes fascinés par ce qui nous terrifie. C'est une façon pour notre esprit de s'entraîner virtuellement à affronter le pire. Le comportement de l'électricien, changeant radicalement dès qu'on s'approche de ses secrets, est un signal d'alarme universel. La violence peut éclater en une seconde quand le territoire d'un prédateur est menacé. Nos sociétés modernes nous ont appris à être polis, parfois au péril de notre vie. Écoutez cette petite voix qui vous dit de partir, même si cela semble impoli. Car dans ces récits, la différence entre un témoin et une victime ne tient qu'à un fil. Nous vivons dans un monde où les fantômes du passé hantent nos esprits, mais où les vivants hantent nos rues. Chaque craquement de parquet dans la nuit est une question posée à notre courage. Et parfois, la réponse ne nous plaît pas du tout. La psychologie de la survie est un équilibre fragile entre la paranoïa et la vigilance. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, c'est que c'est déjà le cas. Je suis retourné à ma porte tenant mon souffle, tandis que la clé tournait enfin complètement. La porte s'est entrouverte de quelques centimètres, révélant une silhouette familière mais totalement déplacée. Ce n'était pas l'électricien, mais quelqu'un que j'avais croisé des années auparavant dans un tout autre contexte. Cet homme n'était qu'une ombre parmi tant d'autres rencontrés au fil de ces récits glaçants. En refermant ces dossiers, je me rends compte que la peur est le plus puissant des vecteurs de vérité. Chaque histoire que vous m'avez confiée agit comme un phare dans l'obscurité de nos vies modernes. Votre courage à briser le silence sur ces phénomènes inexplicables est le moteur de cette émission. Nous avons exploré les recoins sombres des Airbnb hantés et la terreur des routes de montagne. Le sacrifice de Roquette et la présence protectrice d'un grand-père disparu nous rappellent que nous ne sommes jamais totalement seuls. Le danger humain reste pourtant la menace la plus palpable et la plus imprévisible de toutes. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires, ils sont des leçons de vigilance et de survie. C'est dans cet échange constant entre vous et moi que réside la véritable magie de cette communauté. Je me souviens de chaque mail reçu, de chaque tremblement dans vos voix lors des enregistrements. Vous m'avez prouvé que l'étrange n'est pas une fatalité, mais une part intégrante de notre réalité. Parfois, la réponse à nos peurs se trouve simplement dans le fait d'être écouté sans jugement. L'analyse de vos instincts montre que votre inconscient perçoit des détails que votre logique ignore. Ce lien que nous avons tissé est devenu un rempart contre l'isolement face au paranormal. Je continuerai à être le réceptacle de vos peurs et le narrateur de vos victoires sur l'ombre. Car au-delà du frisson, il y a la quête de sens dans un monde qui semble parfois en avoir perdu. La nuit tombe sur ce chapitre, mais l'histoire, elle, ne s'arrête jamais vraiment. Restez attentifs aux signes, écoutez votre instinct et ne fermez jamais totalement les yeux. Merci d'avoir fait partie de ce voyage au cœur de l'étrange avec moi. Vos témoignages sont les pièces d'un puzzle que nous assemblons ensemble, soir après soir. La vérité est souvent plus terrifiante que la fiction, mais elle est aussi plus libératrice. Ne laissez personne vous dire que ce que vous avez vécu n'était qu'un rêve. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui veillent sur vous depuis l'autre côté. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles explorations dans les chroniques de l'étrange. Pour l'instant, laissez le silence vous envelopper. Les ombres s'apaisent et les murmures s'évanouissent dans l'air frais de la nuit. Sachez que chaque partage renforce notre petite lanterne contre la grande nuit. J'ai appris autant de vous que vous avez appris de ces récits. Votre fidélité est le plus beau cadeau qu'un conteur puisse recevoir. Ne craignez pas l'obscurité, apprenez simplement à y voir clair. Ce fut un honneur de porter vos voix à travers cet écran. Parfois, l'au-delà nous frôle d'une main glacée avant de s'évaporer. Mais l'amour et la mémoire sont des ancres bien plus solides que la peur. N'oubliez jamais les leçons apprises dans ces recoins d'ombre. Que vos nuits soient paisibles et vos rêves dénués de tourments. Demain apportera une nouvelle lumière, de nouvelles certitudes. Mais pour l'instant, profitez de la beauté mystérieuse du crépuscule. Je suis votre hôte et ceci était votre espace de vérité. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé. À très bientôt pour la suite de nos aventures à la lisière du réel. Bonne nuit à tous et restez en sécurité.